Le sommeil reste le parent pauvre de la santé publique aujourd'hui et le sommeil est une discipline transversale. Le médecin généraliste, pour moi, c'est vraiment le grand absent, d'où l'idée de l'association G-Sommeil, justement, pour venir en soutien, en aide aux médecins généralistes qui isolés, qui exercent dans des territoires un peu lointains, loin des centres et tout. Et c'est de pouvoir leur apporter une certaine expertise, un soutien en termes de ressources humaines, techniques et autres. Voilà, l'idée, elle est née de là et je pense qu'aujourd'hui, les soignants de premier recours, et parmi eux, bien sûr, en premier lieu, le médecin généraliste, qui est défini par la loi comme étant le médecin coordonnateur des soins, il a un rôle majeur à jouer. Et c'est bien si on arrive à former un maximum de praticiens et de confrères pour qu'ils puissent faire face à cette demande qui est grandissante. On le sait, depuis le Covid, il y a plus de troubles du sommeil, etc. Ça va cadrer ce patient, et il va l'adresser de façon bien cadrée au spécialiste. Du coup, le spécialiste perdra moins de temps et il pourra faire autre chose et il fera vraiment son corps de métier. Donc, le but, c'est vraiment de travailler en coopération intelligente et performante. D'accord, comme un premier relais en définitive. Exactement, exactement. Donc G-Sommeil se veut sensibiliser l'opinion médicale. C'est ça. Et créer un peu des vocations aussi, pour avoir le diplôme. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de formation, le cursus classique, on parle très peu de médecine du sommeil, ce qui est fortement regrettable. Ensuite, on a les DPC qui sont plus des formations avec une orientation sur l'apnée du sommeil. Et la médecine du sommeil, c'est pas que l'apnée du sommeil, c'est beaucoup de choses. C'est syndrome de jambes sans repos, c'est les narcolepsies, c'est les insomnies, et c'est les apnées aussi, bien entendu. Et puis on a de l'autre côté les fameux DU où les places sont très prisées. Je discutais tout à l'heure avec 4 généralistes de la région qui ont fait leur demande pour passer le DU et ils ne sont pas sûrs d'être acceptés parce qu'il y a une grosse demande. D'autant que c'est une formation qui est assez longue. Qui est assez longue, assez dure. C'était en une année, maintenant c'est passé en 2 ans. Oui. Donc l'association espère en tout cas œuvrer dans cette direction et proposer des formations intermédiaires entre le DPC avec une orientation apnée et puis entre le DU qui reste quand même très lourd. Et puis c'est aussi une façon d'introduire ces praticiens vers le DU, c'est-à-dire qu'ils arrivent déjà avec un bagage pour qu'ils puissent avoir plus de facilité à passer le DU. Je comprends. Donc ces formations sont accessibles à n'importe quel médecin généraliste. Oui. Elles sont plutôt regroupées sur le temps. Oui. On imagine que ça permet, je dirais, de continuer une activité professionnelle tout en faisant un cycle de formation. Ça, c'est tout à fait compatible. Absolument, absolument. Est-ce que ça débouche sur une capacité à prescrire ? Alors, aujourd'hui, officiellement, c'est le DU et le DPC qui permettent cette prescription. Mais je rappelle que l'association a 3 mois, donc c'est vraiment un nouveau-né, un nourrisson plus exactement. Et on espère justement avancer, on espère développer des choses et on espère avoir des partenariats avec les universités parce qu'on va essayer de créer des branches dans différentes régions de France pour qu'ils puissent nous représenter, nous les médecins généralistes, un peu les oubliés de cette médecine du sommeil, alors que sincèrement, on est quand même super bien placés pour être des acteurs important dans ce scénario. Oui, je comprends bien. Je pense que vous avez souffert de l'hyperpolarisation de l'apnée du sommeil. Oui. Parce qu'on oublie qu'il y a quand même des troubles du sommeil, que c'est une fonction physiologique essentielle et qu'il y a, de ce côté-là, il y a quand même des prises en charge et des conseils à donner. Justement, comment vous voyez un peu un maillage idéal du territoire, selon vous? Et l'autre corollaire, c'est quelle est la place des CPTS dans le Nord? Alors, c'est une question très, très intéressante. Parce qu'aujourd'hui, chaque territoire de santé a sa spécificité, ses propres besoins. Donc, on a justement créé au sein de l'association des groupes de réflexion et de travail sur à la fois les programmes de formation, mais aussi d'organisation et de parcours de soins, d'action de prévention, donc aussi bien en ETP qu'en EETP. Enfin, il y a vraiment beaucoup de projets, mais tout ça
va être mis en place en fonction des besoins de chaque territoire. Si je prends à titre de comparaison un département comme l'Ariège ou comme le Lot, où il n'y a quasiment plus de pneumos, dans le Lot, à ma connaissance, c'est que des généralistes qui font des explorations. Vous imaginez le poids, la responsabilité qu'ils ont. Et en plus, ils sont isolés, ils sont un peu... Bien sûr. Donc, notre rôle en tant que médecin généraliste, c'est de venir un peu en aide à ces confrères et de leur apporter notre soutien humain, technique, etc. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, les CPTS s'organisent. Le médecin généraliste sera à ce point-là central au niveau de CPTS comme médecin coordinateur? Ça, c'est la loi qui le définit. Le médecin généraliste, c'est lui qui reçoit, c'est lui qui oriente. D'accord. Donc, pour qu'il puisse bien orienter son patient, il faut qu'il soit formé et informé. Or, aujourd'hui, quand on voit le cursus médical classique, on parle très peu de la médecine du sommeil, ce qui est fortement regrettable. Donc, l'association espère un petit peu changer le cours des choses et apporter, en tout cas, un nouveau souffle pour pouvoir justement combler ce vide et aider ce médecin généraliste à prendre au sérieux toutes ces pathologies du sommeil qui ont un coût non négligeable pour la société, parce qu'un apnéique qui n'est pas dépisté et qui est diabétique ou hypertendu, il va forcément coûter à la sécurité sociale beaucoup plus cher que quelqu'un qui est cadré, suivi, etc. Après, il y avait un autre point aussi qu'il faudrait peut-être aborder, c'est la question du suivi. Parce qu'aujourd'hui, le spécialiste, quand il reçoit un patient orienté par son médecin généraliste, il procède au dépistage et à mettre en route le traitement. Mais pour certains, alors ce n'est pas tous, mais certains, ils essaient de renvoyer le malade vers son médecin traitant, sauf que le médecin traitant ne sait pas faire, et ce qui fait qu'il y a une errance du patient et une perte de temps. Le patient revient vers le spécialiste, ce qui va consommer du temps pour le spécialiste, et après il ne faut pas s'étonner évidemment du délai qu'on a pour obtenir maintenant un rendez-vous avec un spécialiste, qui est intolérable, parce que quand vous voulez prendre un rendez-vous avec un pneumo ou un ophtalmo ou un ORL ou ce que vous voulez, c'est au-delà de 6 mois. C'est jamais dans les jours qui suivent. Hein, c'est la problématique aussi des déserts médicaux. Vous parlez de ces zones périphériques où elles sont sous-dotées sur le plan médical. C'est ça. Et qui dit prévention dit forcément information. On voit bien qu'il y a des chaînes de soins qui s'organisent autour du pharmacien aussi, mais peut-être déjà faire de l'éducation dans les écoles auprès des professeurs, car effectivement, quand on a un problème de santé publique, je crois qu'on n'est pas trop à s'y en occuper. Voilà. Totalement. D'ailleurs, j'avais dans ma présentation de tout à l'heure réservé une slide au profil des personnes qui peuvent adhérer à l'association. Donc évidemment, c'est les médecins généralistes en premier lieu, mais aussi les soignants de premier recours, mais aussi les spécialistes, à condition qu'ils soient diplômés avec le DU du sommeil pour qu'ils puissent nous apporter réellement leur expertise sommeil. Mais je n'ai pas oublié le médecin scolaire, je n'ai pas oublié le médecin des PMI, les médecins ARS et CPAM, enfin, il y a beaucoup de catégories de collègues qui sont dans des administrations et tout, et qui peuvent nous aider justement à avancer et à un petit peu à compenser la baisse des ressources médicales et la fragilité du tissu médical.